Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Nous allons vous raconter ce soir comment la France est devenue l'ennemi numéro 1 de Poutine devant l'Ukraine aux yeux des Russes interrogés. Nous sommes la cible privilégiée des propagandistes à la télévision d'État et leurs discours impriment si bien dans l'esprit de la population que les Russes estiment désormais que la France est le pays qui leur est le plus hostile. Et ça ne s'arrête pas là. Selon nos services de renseignement, la Russie agresse tous les jours la France. Attaques sur des câbles de télécommunications, pannes électriques dues à des sabotages, vols d'ordinateurs, d'ingénieurs espionnés et même tentatives d'incendie dans des centres commerciaux. Ils osent tout, nous dira le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire. Devant les caméras, Macron et Poutine seront désormais coup pour coup. Il faut dire que la distance, rappelez-vous, incarnée par cette table au Kremlin qui a marqué leur toute dernière rencontre à Moscou quelques jours avant le début de la guerre, a tourné à l'affrontement. Le chef de l'État, qui veut envoyer des troupes au sol pour garantir la paix en Ukraine, est devenu le chef de file d'un front anti-Poutine en Europe. La France peut-elle se permettre un tel affront parce qu'elle a l'arme nucléaire? Jusqu'où ira Poutine pour déstabiliser notre pays? La France, cible numéro 1 de Poutine, c'est la question du grand dossier. Écoutez Emmanuel Macron. Le président Poutine est du côté de la guerre, pas du côté de la paix. Les propos belliqueux qu'il a pu réitérer, la réalité de chaque jour nous rappellent cela. Et ceux qui ont pu croire qu'il avait une velléité de paix en sont pour leur compte, à ce stade. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le général Dominique Trinquant. Bonsoir, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous publiez D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux géopolitiques aux éditions Robert Laffont. Accueillons également Sylvie Berman. Bonsoir, ex-ambassadeur de France en Russie et au Royaume-Uni, entre autres. Marc Semo, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales. Étienne Gérard, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Vous avez co-signé un dossier enquête absolument passionnant qui nous montre comment Vladimir Poutine déstabilise la France. Nous en parlerons évidemment. Quand on demande aux Russes qui est le plus grand ennemi de la Russie, la France. Voilà ce qu'ils répondent désormais selon un sondage fourni par l'Institut VCIOM, très connu en Russie, à la question suivante, posée à 1600 citoyens russes. Avec quel pays, selon vous, notre pays, entretient-il actuellement les relations les plus tendues et les plus hostiles? La France. La France arrive largement en tête, devant le Royaume-Uni, devant l'Allemagne, devant l'Ukraine et largement devant les États-Unis. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Institut, qui fait la même enquête d'opinion depuis des années, montre très bien l'évolution. En 2014, vous voyez, en bleu, c'est la France, et en jaune, les États-Unis. Et les courbes se croisent. On va vous expliquer pourquoi. Quand on demandait en 2014 qui était le plus grand ennemi de la Russie, seulement 3% des sondés répondaient la France. 5% en 2019, 21% en 2022, jusqu'à 48% aujourd'hui. Eh bien, pour les Américains, c'est la courbe inverse. À l'époque, c'était 73% des sondés en 2014 qui répondaient que les Américains étaient le pays le plus hostile. Ça n'a fait que tomber et désormais, la proportion tombe à 27%. Les courbes se sont inversées. Et je vous le disais, l'Ukraine arrive donc en 4e position des pays considérés comme hostiles. Général Trinquant, qu'est-ce que ça dit des rapports France-Russie que la France soit considérée par les Russes comme le principal ennemi? Eh bien, il est vrai que la France a quelques atouts pour cela. C'est la seule puissance nucléaire en Europe. Et le président Macron s'est montré, depuis ces derniers temps en particulier, un peu le chef de file des Européens pour tenir en soutien de l'Ukraine face à la Russie, voire même face aux États-Unis.
Donc, ces éléments font que, naturellement, quand on a une tête de gondole comme la France comme ça, on la porte forcément. J'ajouterais d'autres motifs. Hein. C'est que, historiquement, et on le voit bien d'ailleurs dans la courbe que vous montrez tout à fait au départ, historiquement, en fait, les Russes adorent la France. Et donc, le gouvernement de M. Poutine a intérêt à forcer la dose pour marquer l'opposition à un pays qui, sinon, ça poserait des problèmes, vous comprenez, d'être ennemi avec un pays qu'on aime beaucoup. Moi, ce qui me frappe, c'est la position des Ukrainiens, de l'Ukraine. En quatrième position, on peut revoir le sondage. On voit bien, là, ce qui reste de cette fraternité russo-ukrainienne. Et que pour beaucoup de Russes qui ont de la famille en Ukraine, comme beaucoup d'Ukrainiens qui ont de la famille en Russie, ça pose problème. Cette guerre pose problème. C'est d'ailleurs une façon de le voir. C'est-à-dire que leur ennemi aujourd'hui, sur la propagande russe, c'est l'Ukraine, mais quand on les teste, eh bien, dans la population, ça baisse beaucoup. Ça veut dire que la propagande russe sur l'Ukraine, qui est notre ennemi, ça ne marche pas tant que ça. Parole d'ex-ambassadeur de France en Russie. Est-ce que vous êtes frappé par cette évolution ? Oui, mais je ne suis pas surprise, parce qu'effectivement, il y a un côté amour déçu aussi avec le président Macron, qui avait commencé par avoir, en 2017-2018, d'excellentes relations on y reviendra, avec Vladimir Poutine. Et puis, ensuite, après le début de la guerre en Ukraine, les liens se sont rompus. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est le président Macron qui est chef de file, comme ça vient d'être dit, pour l'envoi de troupes. C'est lui qui mobilise les Européens, c'est lui qui est au centre de la table à Kiev quand il appelle le président Trump pour lancer des sanctions massives et lancer cet ultimatum. Alors maintenant, ce qui est quand même très intéressant, cet institut de sondage, Ofsium, qui est effectivement en Russie très connu, mais qui est moins indépendant que Levada, auquel on se réfère très souvent, n'a pas posé cette question. Il n'a pas demandé quel était l'ennemi numéro un. Il a demandé avec quel pays les relations sont les plus tendues. Et il y avait tout à l'heure une question qui avait été posée à un journaliste des Échos, qui est Sergueï Boutman, qu'on connaît bien. Oui. Il dit la question qui était posée, c'est... donc elle est de nature différente. Il dit, moi, quel est le pays avec lequel les relations sont les plus tendues aujourd'hui ? Il dit, j'aurais répondu la France. Parce que c'est factuel. Et lui, c'est pas, mais parce que c'est factuel. Sauf que cet institut a transformé le message pour dire que la France était l'ennemi numéro un. Marc Semo. Oui, alors il y a cette dimension, effectivement, que soulignait Sylvie, de l'amour déçu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le contraire, parce qu'il y a eu plusieurs études en France de sondages sur comment les Français perçoivent Poutine. C'est un des pays en Europe qui est le plus hostile à Poutine, qui considère que Poutine est une menace. On est à des niveaux records. Et c'est d'autant plus significatif que, rappelez-vous, en 2017, la présidentielle, sur les 4 candidats en lice, il y avait François Fillon, qui était pro-russe assumé. Il y avait le RN, Marine Le Pen, pro-russe assumé. Il y avait Mélenchon, pareil, pro-russe assumé. Et Macron, qui, à l'époque, se distanciait un peu, mais continuait à penser qu'il y avait des liens historiques particuliers entre la France et la Russie. Donc, cet amour déçu, c'est des deux côtés. C'est-à-dire, les courbes se croisent aussi en France. C'est-à-dire, on est parti d'une situation où, en France, il y a toujours eu des courants pro-russes très très forts, une amitié franco-russe que l'on célèbre, alors que finalement, ça n'a jamais été très brillant. La Première Guerre mondiale, c'était étonnant de voir la Troisième République, à l'époque seule république en Europe, je crois avec le Portugal, être du côté des tsars. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, effectivement, la grande lutte contre le nazisme. Mais voilà, l'amitié franco-russe concrètement, au-delà des rapports culturels, etc., ça n'a jamais été quelque chose de très prégnant. Alors il faut dire que les Russes, les propagandistes russes à la télévision d'État mènent une campagne contre la France quasiment quotidienne. Nous sommes la cible privilégiée de la télévision d'État. Écoutez. Je n'arrive pas à décider. Paris ou Marseille ? Bucarest, bien sûr. Et après Paris, Marseille. Lyon. Lyon est une belle ville. Il y a la fête des Lumières à Lyon. Peut-être que nous devrions faire un sondage. Quelle ville n'ont-ils pas peur de perdre ? Le système Oreshnik qui a été utilisé en Ukraine arrive à Londres et à Paris en 12 minutes.
Les systèmes modernes de défense antimissiles en service ne suffisent pas à empêcher cette frappe. Je n'aime pas Macron, et pourtant Macron veut que Paris brûle. Alors, citoyens français, quittez Paris immédiatement. La ville brûlera dans un feu nourri. La ville brûlera dans un feu nourri. Paris, Lyon, quelle ville les Français n'ont pas peur de perdre? Étienne Gérard, vous qui avez donc co-signé ce dossier de l'Express passionnant, comment Poutine déstabilise la France, ce que les propagandistes font à la télévision, ça participe de tout ce que la Russie fait pour nous atteindre? Oui, absolument. C'est la stratégie du chaos, pour simplifier. L'idée, c'est de faire peur aux Français, sous toutes les formes et tous les aspects possibles, et faire peur aux Français tous les jours, dans leur vie quotidienne, et en attaquant la France depuis sous la mer, c'est-à-dire depuis les câbles de fibre optique qui peuvent couper Internet, jusque dans les étoiles, les satellites qui peuvent provoquer des accidents sur les avions. C'est ce qui transparaît dans une note qu'on a obtenue. C'est autour d'elle qu'on inscrit notre couverture de cette semaine, une note d'un service de Matignon, faite à partir de travaux notamment de la DGSE, de la DGSI, qui montre comment les services de Vladimir Poutine se déchaînent effectivement quotidiennement contre la France. Alors c'est via des opérations de désinformation, d'ingérence, là on le voit à la télévision, de propagande, via des agressions, des cyberattaques qui sont quotidiennes et qui fonctionnent. C'est ça qui est quand même frappant. En mars 2024, rendez-vous compte, tous les services de l'État, les services interministériels, l'intranet de l'État a été en panne une journée à cause d'une attaque russe. C'est-à-dire qu'ils ne nous lâchent pas. Il mène des opérations d'espionnage très classiques, mais assez ambitieux vis-à-vis d'hommes politiques, vis-à-vis d'ingénieurs. Il est fait mention de vols d'ordinateurs, de documents. Bref, c'est un combat sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, un feu nourri que lance Vladimir Poutine parce qu'il perçoit en la France la pièce centrale de l'échiquier européen, la pièce à faire tomber pour définitivement gagner la guerre en Ukraine. Et la France est symbolisée à ses yeux par Emmanuel Macron. C'est pour ça que dans les discours poutiniens, en réalité, derrière la France, il y a l'idée qu'il faut abattre Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui a personnifié ce soutien à l'Ukraine en son nom. Oui. Il s'est voulu chef de file de ce soutien politique, médiatique à l'Ukraine. Et il y a l'idée qui transparaît assez souvent que le jour où il n'y aura plus Emmanuel Macron, les relations pourront repartir comme avant et la France pourra redevenir cette espèce d'allié de revers rêvé par la Russie contre les Américains, même si aujourd'hui ça a un peu changé, on le voit avec l'émergence de Donald Trump qui tient un discours qui dénote et détonne par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'entendre outre-Atlantique. C'est exactement ce que dit cette experte qui dit que la perception des pays comme amis ou hostiles est largement influencée par l'agenda politique actuel. Grâce à la politique de Donald Trump, l'attitude envers les États-Unis s'est considérablement améliorée. Aux yeux des Russes, le principal ennemi reste évidemment le bloc occidental, mais il est désormais dirigé par les pays européens auxquels les Russes étaient plus fidèles il n'y a pas si longtemps. On voit, Général Trinquant, que ça a changé. Oui, ça a changé, mais quand on voyait les propagandistes tout à l'heure de la télévision... Ça vous a fait réagir, je vous ai vu. C'est un rapport de cause à effet. Comment voulez-vous que la population russe, qui est soumise en permanence à ce matraquage-là, n'absorbe pas tout ce qui lui est dit? Donc c'est complètement excessif. Mais peu importe, ils ne regardent que ça. Donc ils baignent dans ce jus qui leur donne un peu la direction à prendre. Je discutais avec des Russes parisiens, mais qui écoutent la télévision russe, et je leur donnais quelques éléments sur le combat et tout. Ils me disaient, mais on ne nous dit pas du tout ça sur les réseaux russes. Nous, on dit que depuis 2022, la Russie n'arrête pas d'avancer. Je leur rappelle que la Russie a été proche de Kiev, était à Nikolaïv, avait passé le Dniepr, et qu'elle a dû reculer pendant l'été 2022. Il me dit, mais on ne nous a jamais dit ça. Donc c'est intéressant de voir comment cette propagande martèle et façonne en fait les sondages qu'on voit par la suite. Et ça va plus loin. L'action offensive russe rentre dans notre société, dans les partis politiques. Vous savez quel est l'homme politique qui est le plus cité en Russie, comme un allié bien sûr? C'est Florent Philippot. Il est cité partout en Russie, comme l'opposant
qui peut porter le message de la paix, de l'avenir de la paix. C'est intéressant, hein, c'est pas Marine Le Pen ni Bruno Retailleau, dont le poids politique est plus important, c'est Florian Philippot. Oui, exactement, qui est probablement ignoré de beaucoup de citoyens français, mais en Russie, il est très connu. Et d'ailleurs, la propagande va tellement loin que je me souviens très bien, la première fois que le président Macron a parlé de la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, vous savez, comme réassurance, etc. Oui. On a vu placarder à Paris, bon, je suis parisien, donc je regarde des tas d'affiches avec « Macron, nous n'irons pas mourir en Ukraine ». Signé Florent Philippot, les Patriotes. C'est quand même incroyable. Donc on a ce lien important entre la Russie, sa propagande et nos sociétés. Et je voudrais revenir sur un point, sur les pays. Moi, j'ai été au Royaume-Uni il n'y a pas très longtemps. Et j'ai été frappé du fait qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les citoyens britanniques. Ils sont tous en soutien à l'Ukraine. Il n'y a pas de parti pro-russe comme ça existe chez nous. Ils sont pro-Ukraine et ça ne se discute pas. Alors que chez nous, vous avez raison de le souligner. Alors certains sont revenus un peu en arrière parce qu'ils sont aperçus que quand même... Sournoisement. Oui. Mais Ça peut remonter très vite. Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été frappé vraiment dans la population britannique. Il n'y a pas les sujets que nous, quand on défend l'Ukraine sur les plateaux, on connaît, c'est-à-dire qu'on est attaqué par des réseaux pro-russes qui nous disent attendez, c'est encore de la propagande, etc. etc. Donc, et les Britanniques ont montré d'ailleurs très concrètement leur soutien à l'Ukraine dès le début de la guerre. C'était ceux qui ont été les premiers à les aider, même avant que la guerre ne commence. Ça a commencé dès 2015. Ça a été les premiers occidentaux qui ont aidé militairement l'Ukraine. Sylvie Berman. Oui, mais il y a un passif très lourd entre le Royaume-Uni et la Russie, parce qu'il y a eu un certain nombre d'assassinats sur place. Il y a eu Litvinenko, il y a eu ensuite Skripal, et à chaque fois, il y a eu une crise et un gel des relations. C'était les premiers. Il y a eu un grand nombre d'expulsions d'espions russes au Royaume-Uni et puis de diplomates britanniques à Moscou. Et depuis très longtemps, effectivement, les Britanniques avaient pris le parti de l'Ukraine. Ils avaient créé un cercle d'amis de l'Ukraine, qui était d'ailleurs présidé par Boris Johnson, et ils formaient l'armée ukrainienne depuis 10 ans. Ouais. Mais maintenant, c'est pareil en France, puisque Emmanuel Macron a accusé pour la première fois directement Poutine de commanditer des assassinats sur le sol français. On sait que plusieurs dissidents russes réfugiés en France ont été menacés de mort ces derniers mois, selon les services secrets français. Et ça ne s'arrête pas là. La Russie agresse tous les jours la France, c'est ce que vous montrez dans votre dossier, Étienne Girard. Exemple à l'appui, on peut citer par exemple, à l'occasion d'une visite en Russie, les ordinateurs des ingénieurs œuvrant pour une entreprise française du secteur de la défense ont été manipulés, consultés, l'un d'eux ayant même été dérobé à l'aéroport. Ou encore cette cyberattaque découverte en 2023, probablement menée par le GRU contre une entreprise clé de la défense française, conduisant à une exfiltration massive de courriels de la société afin d'obtenir des informations sur le soutien militaire à l'Ukraine. Pourquoi ces cibles en particulier ? La cyberattaque sur une entreprise de la défense, c'était pour obtenir des informations sur les canons César. Ça visait Nexter, le fabricant des canons César, donc c'était extrêmement ciblé, extrêmement lié à l'offensive en Ukraine. Là, c'était tout simplement pour gagner la guerre, pour obtenir des informations stratégiques. Ça, c'est sur le volet le plus stratégique, le plus militaire de leur offensive. En réalité, ils sont offensifs absolument dans tous les secteurs, avec des moyens d'opération et des modes opératoires adaptés à chaque secteur. Donc, contre les entreprises du secteur de la défense, on va chercher des informations très ciblées, très fines. Contre la population, on va essayer de faire peur. Contre les services de l'État, on va essayer de dérégler les infrastructures critiques. Tout est visé d'ailleurs, selon la note à laquelle on a eu accès. Les télécommunications, le secteur de l'énergie. Ils aimeraient mener, semble-t-il, une attaque contre le secteur de l'énergie d'ampleur, de manière à couper le courant dans un maximum d'endroits dans le territoire français. Et puis, ces fameuses opérations dites homo, ces tentatives d'assassinat. Alors, ceux qui sont visés dans ces cas-là, c'est les dissidents, les opposants russes qui sont réfugiés en France. Vous savez qu'il y a une centaine, même plus sans doute, d'opposants qui ont très officiellement obtenu le statut de réfugiés politiques en France depuis mars 2022. Eh bien, ils sont visés. L'idée,
de la part des services secrets russes, c'est d'envoyer le message à tous ceux qui pourraient être tentés de déserter sur le terrain en Ukraine, qu'ils iront les chercher où qu'ils soient. La France, c'est pas une spécificité. Il y a déjà eu, semble-t-il, c'est ce qui transparaît des documents qu'on a pu obtenir, des assassinats d'opposants, notamment un très spectaculaire en Espagne, commandité et diligenté par les services secrets russes. La France, à ce niveau-là, est visée comme d'autres, avec cette spécificité d'avoir beaucoup de Russes sur le territoire et beaucoup de Russes donc visés parce qu'ils n'appartiennent pas au soutien de Vladimir Poutine. Sylvie Bermann. Oui, en ce qui concerne l'espionnage militaire, industriel et autres, quand même, les grandes entreprises donnent instruction à leurs équipes de ne pas se déplacer en Russie avec des ordinateurs. Ils doivent aller avec des ordinateurs vierges et des téléphones vierges. C'est vrai. Les consignes de sécurité de base. Étienne Gérard et ensuite Marc Semo. Vous avez tout à fait raison, c'est les consignes données par la DGSI et par la DRSD, qui est le service de renseignement spécialisé auprès des entreprises de défense. Mais ce que disent les ingénieurs, alors ils font preuve d'une certaine naïveté, faut bien le dire, ceux qui se rendent à l'étranger avec des ordinateurs, avec des informations sensibles. Mais sur le terrain, il faut dire aussi que c'est pas aussi simple que ça, parce que si vous avez des relations avec des partenaires russes, et que vous avez un rendez-vous en Russie, c'est souvent ce qui est dit, il est logique, il apparaît rationnel de leur point de vue de venir avec des éléments qui permettent de faire avancer les négociations et de travailler sur les projets en commun. Ça, c'était avant, évidemment, la guerre en Ukraine, ce qui explique pourquoi on se retrouve avec des ordinateurs, avec des informations. C'est vrai que la France est ciblée, mais il ne faut pas oublier que l'Allemagne l'est aussi. Jusqu'ici, le plus gros projet d'attentat, c'était celui qui visait Armin Paperger, qui était le patron de Rheinmetall, et on n'est arrivé dans aucun autre pays. Il y a eu un plan pour éliminer un homme aussi central dans l'industrie de l'armement. Et il faut aussi rappeler que l'Allemagne est le pays qui, après les États-Unis, a donné le plus d'armes à l'Ukraine. Donc, justement, c'est moins vocal, mais c'est bien réel. Ce que la France a livré à l'Ukraine, on parlera armement, hommes, munitions avec vous, Général Trinquant, cartes et chiffres à l'appui. Il faut dire que Macron et Poutine se rendent coup pour coup parce que le président russe n'aime pas du tout l'élan, la force que le chef de l'État a mis pour convaincre ses homologues européens de s'allier à cette idée de troupes au sol pour garantir la paix en Ukraine. La France peut-elle se permettre un tel affront parce qu'elle a l'arme nucléaire? Nous poserons la question au général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire, qui nous rejoindra. À tout de suite. Vous êtes devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. La France, cible numéro 1 de Poutine. Macron et Poutine qui se rendent désormais coup pour coup. C'est ce que nous racontera Jade Partouche dans un instant. Il faut dire que le chef de l'État veut envoyer des troupes au sol pour garantir la paix en Ukraine et qu'il est ainsi devenu le chef de file d'un front anti-Poutine en Europe. Nous verrons avec le général Trinquant, cartes et images à l'appui, tout ce que la France a livré à l'Ukraine et ce qui a fait la différence. La France peut-elle se permettre un tel affront envers Moscou parce qu'elle a l'arme nucléaire? Nous posons la question au général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire, qui nous rejoindra dans un instant. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, dans le Var, au moins 3 personnes sont mortes au Lavandou et à Vidauban après l'épisode orageux marqué par des pluies intenses. Sur le terrain, plus de 300 sapeurs-pompiers et une quarantaine de gendarmes sont toujours mobilisés. Le ministre François-Noël Buffet a annoncé se rendre sur place pour apporter son soutien aux élus, aux sinistrés et au secours du département. 15 ans après sa mort, un hommage a été rendu à la policière municipale Aurélie Fouquet, tuée à 26 ans dans l'exercice de ses fonctions. En Seine-et-Marne, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, était présent. À ses côtés, Nicolas Sarkozy, qui était chef de l'État à l'époque et qui a profité de cette cérémonie pour saluer l'élection de Bruno Retailleau à la tête de la présidence des Républicains.
Il a été condamné à 5 ans de prison le 27 mars dernier. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal sera jugé en appel le 24 juin. Incarcéré depuis la mi-novembre, Boualem Sansal, âgé de 80 ans, est atteint d'un cancer. Le Quai d'Orsay dit toujours espérer, je cite, un geste d'humanité de la part d'Alger en faveur de l'écrivain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à la France, cible numéro 1 de Poutine. C'est la question que nous posons et pour y répondre, le général Dominique Trinquant est avec nous, Marc Semo, Sylvie Bermann, ex-ambassadeur de France en Russie, Étienne Gérard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express qui signe un dossier passionnant, comment Poutine déstabilise la France, et le général Christophe Gomard nous rejoint, ancien chef du renseignement militaire et ancien commandant des forces spéciales et député européen Les Républicains. Merci beaucoup, général, d'être connecté, d'être avec nous dans le grand dossier. Je vous le disais, Macron et Poutine se rendent désormais coup pour coup. Jade, le temps où Macron estimait qu'il ne fallait pas humilier la Russie est bien loin. Menteur pour l'un, Napoléon pour l'autre. Tous les mots sont permis. Oui, effectivement, aujourd'hui, il nous semble assez impensable d'imaginer Emmanuel Macron et Vladimir Poutine comme ça. Pourtant, c'est comme ça que ça a commencé. Les deux hommes ont passé quand même plus de temps à s'apprécier qu'à se détester. Entre 2017 et 2022, on est véritablement au cœur d'une, allez, j'ose dire le terme, d'une idylle politique. Ils s'apprécient, les deux hommes, ils se tutoient, ils s'appellent, ils se voient. Mai 2017, Poutine est reçu en grande pompe au château de Versailles. C'est une rencontre très symbolique qui marque très clairement le début d'une volonté de réengager le dialogue entre la Russie et la France. Et ce qui est important dans cette histoire qui a aujourd'hui 3 siècles, c'est ce dialogue entre la France et la Russie qui n'a jamais cessé. Dialogue entre nos intellectuels, nos cultures, qui sema les germes d'une amitié mutuelle qui dure encore aujourd'hui. Alors 1 an plus tard, c'est au tour d'Emmanuel Macron de se rendre en Russie. Visite d'État, vous allez le voir, à Saint-Pétersbourg. Pour le président français, à ce moment-là, l'Europe et la Russie doivent véritablement marcher main dans la main. Preuve de ce lien qu'on croyait indéfectible, Poutine, au fort de Brégançon. Ils ne sont pas nombreux, les hommes politiques, à avoir été reçus dans cette résidence d'été. On le voit, on voit Vladimir Poutine bouquet de fleurs à la main. Si on tend l'oreille, on entend même Macron dire « Welcome Vladimir ». Donc on voit que les deux hommes sont très proches. Vladimir Poutine, à ce moment-là, félicite le couple pour leur teint d'été magnifique. Il félicite la place dans laquelle il est reçu. Et alors, clou de la rencontre, cette phrase prononcée par Emmanuel Macron, je vous préviens, c'est sans montage. Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. Donc c'est à peine croyable aujourd'hui, effectivement. De Lisbonne à Vladivostok. Alors est-ce que tout cela a jeté un froid ou est-ce que le Covid est venu s'en charger? Toujours est-il que pandémie oblige, bien les deux hommes ne se voient plus. Ils organisent des visioconférences et Emmanuel Macron, à ce moment-là, comme par besoin de prouver que la relation est intacte, il se dit à ce moment-là encore confiant de pouvoir avancer avec la Russie. Sauf que la guerre en Ukraine à l'époque se profile et la relation va se déliter. Oui, en fait, à ce moment-là, Emmanuel Macron se voit encore comme le seul médiateur européen capable de faire changer d'avis Vladimir Poutine. Il se rend à Moscou juste avant le début de la guerre. Sauf que catastrophe, l'ambiance a clairement changé. Ce cliché en est la preuve. Poutine qui reçoit Macron autour de cette table gigantesque qui prend soin justement de marquer la distance entre les deux hommes. On est bien loin du temps de Brégançon où les deux hommes affichaient un sourire très chaleureux. De Moscou, rien n'en sort. 17 jours plus tard, la Russie envahit l'Ukraine. Et malgré tout, à l'époque encore, Emmanuel Macron n'exclut pas la Russie. Oui, en fait, il va clairement mettre du temps à en faire un ennemi. Plusieurs mois après le début de la guerre, il espère encore faire revenir Poutine à la table des négociations. Il parle d'erreurs historiques commises par la Russie, mais il évite à tout prix le ton guerrier. Juin 2022, il dira justement cette phrase. Vous avez commencé par là, c'est la preuve que c'est emblématique. Il ne faut pas humilier la Russie. Le président russe ne répond absolument pas au bras tendu. La relation prend clairement un tournant et la rupture s'installe. Les mots sont prononcés. Emmanuel Macron parle de crimes de guerre commis par la Russie. Et vous allez voir le Vladimir Poutine qui ne manque pas en mars 2024 de se moquer un peu d'Emmanuel Macron en le comparant à Napoléon. Écoutez.
Il est caractéristique qu'ici, il parlait de Smolensk, du musée. Là, depuis l'invasion de Smolensk par Napoléon, certaines personnes ont encore un problème avec ça. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, en oubliant comment cela s'est terminé. Voilà, donc les accusations sont directes. Le Kremlin intensifie les critiques et Paris, face à l'échec des négociations, eh bien, place clairement la Russie en ennemi à vaincre. Le président Poutine est du côté de la guerre, pas du côté de la paix. C'est passionnant, Jade, ce que vous nous avez raconté et qui nous montre l'évolution de la bromance, hein, comme on dit un peu aux États-Unis, entre les deux. Alors, mais elle nous a montré les images, Marc Semo. Vous êtes super, Brigitte Macron, quel teint Emmanuel Macron, et maintenant on se traite de menteur, on se traite de Napoléon, même si en France, être comparé à Napoléon, ça peut être un compliment pour certains, hein, évidemment. Parole à l'ex-ambassadeur Sylvie Berman. Hein. Qu'est-ce qui explique une telle évolution ? La guerre d'agression de la Russie en Ukraine. Tout simplement, et le fait aussi pour Emmanuel Macron que Poutine lui a menti, parce qu'il lui a dit droit dans les yeux qu'il n'allait pas attaquer l'Ukraine, parce qu'il avait posé la question, il avait nié, et quelques jours après, c'était pas uniquement ce jour-là, ils ont eu d'autres contacts téléphoniques, puisque Emmanuel Macron avait essayé d'obtenir un accord de la part de Poutine. Il avait appelé très régulièrement Zelensky pour essayer de remettre sur la table les accords de Minsk et aboutir à des résultats. C'est ça qui s'était passé ces derniers jours. Moi, j'étais médiatrice de l'OSCE pour la mise en œuvre des accords de Minsk et j'étais restée effectivement en contact avec l'Élysée à ce moment-là. Mais Poutine a menti. Marc Semo. Disons, pour être gentil, qu'Emmanuel Macron a mis quand même beaucoup de temps, même s'il avait eu déjà une intuition dans la rencontre à Versailles en 2017, où, à propos des Macron Leaks et de la manière dont les Russes étaient déjà à l'époque ingérés dans la campagne, il avait été très dur sur les ingérences des médias d'État russes en France. Mais ensuite, effectivement, il avait fait ce pari de Poutine, après avoir fait, sans grand succès, le pari de Trump. Mais on peut dire que le président français a quand même mis du temps à comprendre ce que son prédécesseur François Hollande avait quand même saisi assez rapidement sur les ambitions réelles de Poutine. Et il faudra attendre mai 2022, le discours de Bratislava, où effectivement Emmanuel Macron a reconnu que la Russie était une menace et a fait une espèce d'ébauche d'autocritique sur ce comment nous, les Occidentaux, la partie ouest du continent, n'avaient pas pris au sérieux les avertissements que nous lançaient déjà depuis des années les Polonais et autres, les Baltes et ceux de la partie est du continent. Général Trinquant, est-ce qu'Emmanuel Macron est aussi incisif, provocateur, parce que la France est une puissance nucléaire et qu'elle n'a pas le même statut que les autres Européens vis-à-vis de Poutine ? Oui, mais quand on revient à la première réunion à Versailles, le président Macron a essayé d'installer un certain rapport de force. D'abord, il n'est pas allé n'importe où, dans la salle des batailles, à Versailles, pour montrer un peu la grandeur de la France, etc. Ensuite, comme vous venez de le dire, il a attaqué la Russie sur les Macron Leaks qui avaient eu lieu pendant les élections juste avant. Donc il a voulu marquer que, oui, certes, la Russie fait partie de l'Europe, etc., mais enfin, ne nous leurrons pas, il y a des rapports de force. Le problème, c'est qu'on a l'impression quand même que tout a échappé, ça ne veut pas dire que ça ne serait pas arrivé de toute façon, pendant la Covid. Pendant la Covid, M. Poutine s'est isolé pendant 2 ans, ne rencontrait quasiment plus personne. Et le président Macron en a fait cette remarque après la réunion avec la grande table. Là. Il est sorti de là et il a dit « il n'est plus comme avant ». Il y a quelque chose qui a changé. C'est vrai, il avait dit ça. Oui. Et donc, je crois que, si vous voulez, le problème, c'est que dans les rapports de force qui avaient été mis initialement, ça a disparu parce qu'il n'y a plus ces contacts et il s'est enfermé dans son rêve russe de Pierre le Grand, de Catherine II, et qu'il est un peu dans cette logique-là. Ce qui explique sa position aujourd'hui, où il est toujours à rêver qu'il est en train de gagner, et qu'il n'y a pas de problème, il va gagner tout ce qu'il veut. Alors, qu'il gagne un peu en grattant du terrain, on le voit bien sûr, mais enfin, ce qu'il propose, la Novorossia jusqu'à Odessa, ça me paraît quand même assez problématique. Loin, oui. Et ils sont toujours là-dedans.
Étienne Girard, je voyais réagir aux mots employés depuis plusieurs années entre Macron et Poutine. Oui, c'est intéressant de voir cette bromance qui s'est délitée. La vérité, c'est que derrière la bromance, il y a eu de la méfiance dès le début. Alors, il y a les Macron Leaks qui sont quand même... Les Macron Leaks, il faut quand même revenir très brièvement dessus. C'est une attaque inouïe. C'est un piratage des emails de collaborateurs d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de 2017 qui sont diffusés avant la fin de la campagne présidentielle. Et aujourd'hui, les services de renseignement disent grand 1, c'est la Russie, et grand 2, ils ont manqué d'un peu de temps, mais leur but était de semer le chaos dans la campagne d'Emmanuel Macron pour le faire perdre. Donc quand Emmanuel Macron se rend compte de ça, évidemment, il est furieux. Il sait depuis le début, en réalité c'est le péché originel entre les deux, qu'il y a cette tendance russe à s'ingérer dans les affaires d'autres pays, y compris de la France. Et puis, sur l'aspect psychologique, on a l'impression qu'à un moment, il a pensé pouvoir séduire ou convaincre Vladimir Poutine, y compris jusqu'aux derniers instants, de ne pas attaquer l'Ukraine. Et là, c'est à la fois une erreur de discernement, alors je ne sais pas si on peut parler de discernement, parce qu'on pourrait aussi voir ça comme du volontarisme politique. Il aura essayé jusqu'au dernier moment, mais ça n'a pas marché. Aussi trompé, il faut bien le dire, par une analyse déficiente de nos services de renseignement qui avaient, et c'est ce qui transparaît dans aujourd'hui nos sources, que peuvent nous dire nos sources par rapport à la Russie. Ils avaient tous les renseignements sur la façon dont les troupes se projetaient, etc. Ils avaient tout, mais ils n'ont pas su comprendre comment la psychologie de Poutine avait évolué. Ils étaient persuadés que Vladimir Poutine pensait rationnellement comme un dirigeant européen. Sauf que ce n'est pas le cas. La parole au général Christophe Gomard qui nous écoute. Je rebondis avec vous, général. Est-ce que la France a fait preuve d'une certaine candeur vis-à-vis de Vladimir Poutine en pensant qu'elle pouvait le rallier à la cause, si je puis dire? Alors, je ne sais pas si c'est la France ou si c'est son président. Mais il est évident qu'avec la Russie, ça fait quelques années qu'on a cherché à maintenir des liens au moment justement de la chute du mur de Berlin, puisque même en tant que patron du renseignement militaire, j'avais été chargé du temps du président François Hollande d'établir des contacts avec mes homologues du GRU. Donc on voit bien derrière qu'il y a une réelle volonté de maintenir des liens avec la Russie. Maintenant, côté Vladimir Poutine, son but, son objectif, c'est de diviser les Européens, c'est de diviser le camp occidental. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la France est un peu en leader côté européen face à des États-Unis très prépondérants dans le dialogue pour arriver à négocier un cessez-le-feu. Donc oui, et la France détient en effet l'arme nucléaire, donc on est devenu le principal adversaire. Mais on est déjà, et il ne faut pas l'oublier, en guerre informationnelle avec la Russie. On est déjà en guerre d'influence, et on l'a bien vu en Afrique. On a bien vu la volonté de Wagner de faire des fake news. Je rappelle que les Russes sont les rois de la désinformation. Donc ils cherchent en effet à déstabiliser les pays européens et la France en particulier, alors à travers les élections, à travers d'autres moyens d'influence. Mais on l'a bien vu en Afrique, où le recul français en Afrique, qui est très lié à cette volonté d'influencer russe. Donc c'est une guerre qu'on ne perçoit pas, puisqu'elle est sans douleur, j'allais dire, mais en tous les cas, elle est bien existante. C'est ce que j'appelle la guerre informationnelle, qui cherche à désinformer les adversaires pour les intoxiquer. Et c'est ce que fait un Vladimir Poutine qui cherche par ailleurs à nous désolidariser de nos alliés européens et des alliés américains. Général Gomard, vous restez avec nous. Je voudrais vous montrer cette image de notre journaliste Jérôme Garraud qui, le 14 décembre 2023, lors d'un grand raout, une conférence de presse avec Vladimir Poutine, avait demandé au président russe quel était l'état de ses relations avec Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il a répondu. Nous sommes prêts à coopérer de nouveau avec la France. Mais c'est le président français qui a mis fin aux relations avec nous. Nous ne les avons pas arrêtés. Je ne les ai pas arrêtés. Il les a arrêtés. S'il y a un intérêt, alors nous sommes prêts à les reprendre. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, nous nous débrouillerons. C'est dit, et ça c'était en décembre 2023. Alors il faut dire que le chef de l'État, qui veut envoyer des troupes au sol pour garantir la paix en Ukraine, est devenu le chef de file d'un front anti-Poutine en Europe. Je vous rappelle qu'il a annoncé il y a quelques semaines une aide militaire supplémentaire de 2 milliards d'euros à l'Ukraine, ce qui s'ajoute à ce que la France a déjà livré à Kiev depuis 3 ans. C'est ce que nous allons voir avec vous, Général Trinquant, chiffres et graphiques à l'appui. Alors, si
si on fait le bilan de 3 ans de guerre et de ce que la France a apporté à l'Ukraine, au total, c'est 3,7 milliards d'euros d'aide militaire. Et si on regarde dans le détail, évidemment, les armes qui ont été livrées par notre pays, alors, général, un peu plus à droite pour qu'on puisse bien voir nos téléspectateurs, évidemment, c'est 42 canons César, 38 engins blindés, des avions de chasse avec les Mirage 2000-5 et puis les systèmes Crotale. Général, quel est l'impact de ces armes qui ont été livrées, l'impact sur le terrain? Et puis, est-ce qu'on a fait beaucoup d'efforts au vu de ce que l'on a pour aider les Ukrainiens? Oui, alors d'abord, en introduction, il faut rappeler que dans les dons donnés par les Européens, en volume financier, la France n'est pas en tête. Elle est même pas, elle est assez loin de la tête. Mais il faut rappeler que beaucoup de pays européens ont commencé par donner des stocks dont ils ne se servaient plus. Et souvent des stocks qui provenaient du pacte de Varsovie, que ce soit en Allemagne de l'Est, en Pologne, dans les pays. Ils donnaient beaucoup de ces matériels-là qui avaient un gros avantage, c'est que les Ukrainiens savaient s'en servir tout de suite, puisque c'était du matériel qu'ils avaient en dotation. Donc ça a été la grosse masse. L'armée française, naturellement, elle n'a aucun de ces stocks-là. Donc qu'est-ce qu'elle donnait? Elle donnait des stocks de matériel dont elle n'allait plus se servir. Pourquoi? Parce que l'armée française, depuis 2017, a augmenté son budget de la défense pour se rééquiper avec des matériels et pour faire une guerre un peu différente de la guerre d'expédition qu'elle faisait en Afrique. Et alors, donc quand on regarde ces matériels, je prends les premiers, les amis d'ICRC, j'ai servi là-dessus, donc je les connais bien. Tout ça, pourquoi est-ce qu'on a donné des amis d'ICRC? Parce qu'on est en train d'équiper l'armée française avec un nouveau matériel, le Jaguar, et ceux-là sont plus utiles, donc on peut les donner. Au début, on a beaucoup critiqué. Maintenant, il faut se souvenir que ça a été un déclencheur. Ça a été les premiers chars, entre guillemets, qui ont été livrés. D'un seul coup, les Allemands se sont dit, les Britanniques se sont dit, faut livrer des chars. Alors eux, ils ont livré des chars lourds, alors que la MiG-10RC est un char moyen. Aujourd'hui, les Ukrainiens qui l'utilisent, qui ont bien appris à l'utiliser, ne tarissent pas d'éloges sur l'appui que ce véhicule blindé, qui a un inconvénient, c'est qu'il est à roues. Donc sur les terrains meubles, il fonctionne mal, mais il a un très bon canon et une bonne capacité de tir, est utilisé. Sur les autres matériels, par exemple, les Césars. Alors le César, c'est le roi des batailles. Oui. Parce que non seulement les Français en ont donné, mais d'autres pays, par exemple le Danemark, qui disposait de César, les a donnés. Et aujourd'hui, il y a même des Césars qui sont refités en Ukraine. Pourquoi? Parce que quand vous tirez avec un canon comme ça, vous devez changer le canon au bout d'un certain nombre de milliers de coups. Et les rappeler en France pour changer tout ça, ça prend du temps. Donc maintenant, ça se fait en Ukraine. Et les Ukrainiens nous ont appris beaucoup de choses, parce que ce canon peut tirer jusqu'à 40 km. Mais quand vous tirez à 40 km, vous avez une charge de poudre plus importante. Et donc, alors je vais sûrement donner un chiffre faux, mais vous devez changer le canon tous les 4000 coups. Eh bien, avec les Ukrainiens qui tirent beaucoup plus près, à 30 km à peu près, ils le changent tous les 8000 coups. Donc on apprend aussi par ces matériels-là. Et enfin, les derniers matériels dont je voudrais parler, c'est bien sûr les avions. Allez-y, on vous remontre évidemment. C'est les avions de chasse. Les avions de chasse Mirage 2000 qui ont été modifiés, où les pilotes ont été formés en France. On a modifié les avions pour qu'ils aient plus de capacité de défense anti-aérienne, puisque c'est le premier besoin pour les Ukrainiens aujourd'hui, mais aussi d'appui-feu au sol. Donc à chaque fois, la France n'a pas fourni énormément, mais a été un peu leader dans les moyens qu'elle fournissait. Et on voit que, malheureusement, la guerre est un laboratoire et que nous apprenons aussi beaucoup par les matériels que nous versons à l'Ukraine. On poursuit ce débat avec vous, évidemment, général Trinquant, avec le général Gomard. On voit que par rapport à ce qu'elle avait, et donc en absence de stock, la France a donné en grande partie ce qu'elle pouvait. On peut regarder, général Gomard, en termes de munitions et d'hommes, ce qui a été donné, une centaine de missiles Scalp. On peut parler aussi des missiles, mais on est évidemment limité. 18 000 soldats ukrainiens formés en France. Est-ce que cette force peut, pallier à ce que les États-Unis ne fourniront peut-être pas demain? Alors, je ne le crois pas un instant. Je ne crois pas que les pays européens soient en mesure de fournir ou de remplacer la capacité donnée ou la capacité militaire en termes de munitions en particulier
aux Ukrainiens. Ce qu'a permis l'Europe en particulier, c'est de permettre à l'armée ukrainienne de tenir face aux Russes. Mais c'est vrai qu'on a augmenté la production dans les pays européens, mais quand vous vous adressez aux industriels, ils vous disent on n'a pas plus de commandes qu'avant. Alors on fabrique plus de munitions, on fabrique plus d'obus, mais quand on se rend compte du nombre d'obus de 155 mm, des obus d'artillerie tirés par les Ukrainiens, c'est entre 3 000 et 5 000, les Russes en tirent 20 000 par jour, donc on est incapable de fournir au rythme dont auraient besoin les Ukrainiens. C'est toute la difficulté, c'est-à-dire que nos pays européens qui s'étaient établis dans la paix durable et pour toujours, en fait redécouvrent la guerre et ont dû relancer des chaînes de production qui n'existaient plus. J'ai été visiter à Sorgues, à côté d'Avignon, une usine d'Orenco de fabrication de poudre et d'obus. On a fabriqué une autre, on a construit une usine à Bergerac. Donc on voit bien qu'effectivement les pays européens se sont décidés à refabriquer de la poudre, refabriquer des munitions et des obus en particulier pour répondre à un nouveau besoin et pour être prêts également, en cas, nous, de guerre sur le sol européen au-delà de l'Ukraine, pour effectivement se préparer à faire la guerre et éventuellement. Marc, c'est bon, je vous voyais réagir. Oui, et toutes ces questions de matériel sont essentielles, mais une des forces de la Russie, de la puissance de sa menace, c'est qu'elle a démontré dans cette guerre qu'elle est prête à sacrifier des centaines de milliers d'hommes. Et là-dessus, pour les Européens, c'est très compliqué. Parce qu'il y a le matériel, c'est fondamental, il faut rattraper le temps perdu, mais il y a aussi cette question des hommes. Et cette guerre en Ukraine, qui est ce premier conflit de haute intensité en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, entre États, montre aussi qu'il y a de nouveau une question d'hommes. Et est-ce qu'on est prêt à ça ? Pas sûr, quand on voit l'opinion publique, hein, on en parle beaucoup, Général Trinquant. Oui, je crois qu'il y a deux sujets. Il y a les opinions et la réalité des chiffres. Les pays européens, il faut en être conscient, sont des pays vieillissants, en train de mourir. Merci, Général. On est en train de mourir. On est à un taux de fécondité en France qui était le seul pays un peu en Europe qui tenait le choc. Il est à 1,6 aujourd'hui. Donc c'est très très loin de ce qu'il faut pour renouveler la population. Et ceci a un impact sur la mentalité. Parce que la mentalité d'une population qui est plus vieille, et alors quand vous dites merci, qu'est-ce que je devrais dire, hein, je suis nettement plus âgé que vous. Donc ça a un impact sur la mentalité parce qu'on veut préserver cette jeunesse. Je vous donne un chiffre. L'Ukraine, la moyenne d'âge du soldat, c'est 43 ans. C'est âgé quand même pour des soldats. 43 ans, tout simplement parce qu'ils ont refusé de mobiliser la jeunesse entre 18 et 25 ans. Pourquoi ? Pour la préserver. Parce que c'est l'avenir de l'Ukraine. Voilà, donc il y a un problème de mentalité et il y a un problème de chiffres. Et comme vous le disiez justement, les Russes, eux, ne se font pas de nœud au cerveau. Et en plus, ils recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent de partout. Et donc, ça leur permet, à coup de beaucoup de roubles, d'avoir des volumes qu'ils sacrifient sur le champ de bataille. Sans compter les prisonniers et puis dans l'extrême Russie, les soldats recrutés limite de gré ou de force. Vous restez avec nous à suivre. La France peut-elle se permettre un tel affront parce qu'elle a l'arme nucléaire? Et cette raison pour que la France est en première ligne, chef de file d'un front anti-Poutine en Europe? La réponse dans un instant dans le grand dossier. Vous êtes bien devant le grand dossier ce soir consacré à cette question. La France est-elle la cible numéro 1 de Vladimir Poutine? Il faut dire que la France, qui est en première ligne, en tout cas en Europe, pour défendre l'Ukraine, peut peut-être se permettre un tel affront vis-à-vis du président russe parce qu'elle a l'arme nucléaire. Écoutez. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Et on peut regarder le classement nucléaire, si l'on peut dire, Général Trinquant, on peut le regarder ensemble. Alors, certes, en termes d'ogive, les Russes, les Américains sont largement en tête avec plus de 5000 ogives, et la France en a près de 300. Mais à un moment donné, de toute façon, on ne va pas lancer 5000 ogives d'un coup. Ce qui compte, c'est d'être une puissance nucléaire.
c'est d'être une puissance nucléaire, d'avoir la technologie qui permet d'améliorer, vous savez, c'est le glaive et le bouclier, hein, d'améliorer en permanence la capacité de pénétration, ce que fait la France actuellement dans la LPM. 60% des investissements sont consacrés à la modernisation du nucléaire, c'est-à-dire changer les sous-marins, changer les missiles avec plusieurs têtes, et donc la France a une dissuasion suffisante, dit-on. Crédible et suffisante. La stricte suffisance. Stricte suffisante. Non, mais c'est vrai. Et dans la discussion sur la dissuasion nucléaire française qui pourrait s'étendre aux Européens, etc., j'aime beaucoup, il y a une discussion où les gens n'ont pas bien compris et vous disent, oui, mais ça ne peut pas aller assez loin, etc. Attendez, les cibles sont les mêmes. Je rappelle que si la Pologne est attaquée, si l'Allemagne est attaquée, si la France est attaquée par la Russie, la cible n'a pas changé. Et donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont les mêmes et ont la même capacité. Marc, c'est bon. Non, alors évidemment, il n'est pas de question de partager la décision, parce que c'est le chef de l'État lui seul qui, à l'ultime moment, prend l'ultime décision d'appuyer sur le bouton. Mais en revanche, ce qui est évident, c'est que les intérêts vitaux de la France, qui est la raison pour laquelle on peut déclencher le feu nucléaire, c'est évidemment aussi nos partenaires européens. Et s'ils sont attaqués, on ne reste pas en dehors. Et c'est là-dessus qu'on peut dire qu'il y a un élargissement du parapluie français à l'ensemble de nos partenaires, qui est une réassurance en plus de celle qui, théoriquement, était fournie par l'OTAN et par les 5 puissances nucléaires dotées d'armes américaines en Europe, qui sont l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie et j'en oublie un. Et ce débat, il est relancé à la demande de l'Allemagne Ce et de débat la a été Pologne. relancé, mais justement, Friedrich Merz, qui est assez va-t-en-guerre effectivement par rapport à son prédécesseur, assume clairement qu'il compte là-dessus sur la France et les Polonais aussi. Et c'est pour ça que l'on parle même d'avoir des bases à l'est de la France qui pourraient héberger les Rafales, porteurs de missiles à même de porter des charges nucléaires. Sylvie Bermann. Oui, comme ça vient d'être dit, le débat a été relancé, alors que beaucoup de ces pays étaient très anti-nucléaires et très critiques de la France. Maintenant, il y a la menace nucléaire d'une certaine manière, parce que la Russie est une puissance nucléaire. La vérité, c'est que ce qui se passe, c'est en dessous du seuil nucléaire. Mais en même temps, c'est aussi ce qui a dissuadé les Américains d'intervenir de manière plus directe en Russie. Et la France a effectivement cet avantage-là. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a l'arme nucléaire que le président de la République est tête de file contre la Russie aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je pense que, de toute façon, la France est toujours celle qui entraîne les Européens et dans beaucoup de domaines, pas uniquement celui-ci. C'est une tendance assez naturelle, quel que soit le président d'ailleurs, et peut-être qu'effectivement Emmanuel Macron est plus, entre guillemets, Napoléon à cet égard, pour reprendre les propos de Vladimir Poutine. Mais la France est toujours leader en Europe, en réalité. C'est les avantages de la Ve République où un président peut décider vite et seul. La France leader en Europe avec Londres, qui sont les chefs de file d'un front anti-Poutine sur le continent européen. Écoutez Emmanuel Macron. On ne peut pas abandonner l'Ukraine à elle seule. Comme elle ne rentrera pas dans l'OTAN, on propose ces forces de réassurance. C'est-à-dire que tous les alliés qui y sont prêts, c'est le cas des Britanniques, des Français, de quelques autres, de mettre des forces prépositionnées, loin de la ligne de front, dans des endroits qui sont clés, d'avoir des opérations conjointes et de marquer, ce faisant, notre solidarité. Et nous le faisons pour une capacité de dissuasion. Pour dire, si la Russie intervient, et si la Russie venait à violer la paix, elle attaquerait de facto aussi des forces alliées. C'était le 13 mai sur TF1 face à Darius Rochebin et à Gilles Boulot. Emmanuel Macron défend son plan qui fait enrager Vladimir Poutine, cette force de réassurance. Mais est-ce qu'elle aura lieu ?
Est-ce qu'elle est possible quand on voit les dissensions sur les modes d'envoi de ces troupes entre les pays européens partenaires? Non, alors il y a deux choses. Il y a la planification faite par les Européens, qui progresse lentement, certes, mais parce que les Européens n'ont pas beaucoup de moyens. À part la France qui est capable de mettre une brigade maintenant, les Allemands ne peuvent pas, les Britanniques ont beaucoup diminué, les Polonais, eux, disent très bien, nous on assure la base arrière en Pologne. Donc voilà, donc il y a la planification. Puis il y a l'autre côté, Monsieur Poutine. Je crois que c'est aussi une façon de dire, attendez, arrêtez de discuter de ce que Kiev et l'Europe ont le droit de faire, c'est pas votre problème. L'Ukraine est indépendante, elle a le droit d'avoir son armée, elle a le droit d'avoir des accords, et ça n'est pas à vous de décider. Et donc quand, en début de discussion, les Russes disent tout de suite, c'est hors de question, on ne peut pas, il ne faut pas, de quel droit vous arrogez-vous le droit de dire ça, justement? Vous êtes la Russie, très bien. Eh bien, l'Ukraine, elle est indépendante. Ça n'est pas un vassal comme la Biélorussie qui va vous demander l'autorisation et elle a le droit de passer les accords qu'elle veut. Et ses alliés peuvent faire ce qu'ils veulent sur le territoire ukrainien. Donc je crois que c'est ça la force. Alors derrière, est-ce qu'il y aura une brigade? Est-ce qu'il y aura 4 bataillons, 6 bataillons, des avions capables d'intervenir, etc., etc. C'est un autre sujet. Le premier point, dans la négociation, c'est de ne pas... Chaque fois, en fait, M. Poutine n'est fort que parce qu'on est fleuve. Donc il faut être fort pour être dissuasif. Pourquoi je vois réagir Sylvie Bermann et Marc Semo rapidement? Simplement parce que cette force de réassurance, et je trouve ça très bien, je pense qu'il faut le planifier, je pense que ça serait l'idéal de pouvoir le faire, mais on ne peut pas dire... C'est en fait pour vérifier la mise en œuvre d'un accord de paix, d'un éventuel accord de paix. Pour cela, il faut qu'il y ait un accord et que Poutine l'accepte. Et donc, on n'interviendra pas s'il ne veut pas l'accepter. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs qu'il y ait d'autres participants à cette force de coalition. Mais c'est quand même le réalisme de dire ça et pas de dire bon, l'Ukraine est indépendante et on le fera de toute façon. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'effectivement, c'est un choix de l'Ukraine. Mais cette force, évidemment, si elle se déploie, elle sera testée par les Russes. Et c'est là-dessus qu'il est fondamental de garder les Américains à bord et d'avoir les Américains avec la garantie de puissance qu'ils ont, comme troisième rideau, même si, évidemment, ils ne participeront pas directement à cette force. Merci à vous d'avoir participé au grand dossier.